En attendant l'arrêt des hostilités prévues officiellement demain à 7 heures, les affrontements sont plus violents que jamais entre Israël et le Hezbollah. Dans le Pas-de-Calais, des trombes d'eau ont inondé plusieurs villages. L'eau est montée jusqu'à 1 mètre. 15 personnes ont dû être relogées. Demain à Toronto, 20 000 spécialistes du sida se réuniront. La pandémie progresse. En 25 ans, 25 millions de personnes sont décédées du sida. Athlétisme, les Français terminent sur une magnifique victoire, le 4 x 400 mètres hommes, mais le bilan global reste plutôt mitigé. Sortie mercredi dans les salles de Miami Vice, adaptation au grand écran de la série à succès Deux flics à Miami. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est donc demain à 7 heures du matin, heure de Paris, que les combats entre Israël et le Hezbollah devraient s'arrêter. C'est ce qu'a obtenu le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, hier soir, après s'être entretenu avec les autorités israéliennes et libanaises. Nous y reviendrons dans quelques instants. Mais en attendant, tout se passe comme si les belligérants jetaient leur dernière force dans la bataille. Israël intensifie ses raids pour briser la résistance du Hezbollah. À Tyr, un centre commercial et 9 stations d'essence ont été bombardées ce matin, provoquant 2 incendies qui ont menacé un des hôpitaux de la ville. Reportage de nos envoyés spéciaux Bertrand Coq et Lionel Langlade. À intervalles réguliers, des explosions secouent la ville de Tyr. Non un bombardement massif, mais des salves d'obus ciblées sur une ville désertée par la plupart de ses habitants. Visées entre autres les stations-service, 7 ce matin comme celle-ci, près d'un quartier chiite, et à moins de 100 mètres d'un petit hôpital dont le directeur nous montre les dégâts, vitres explosées, etc. Pourquoi taper ici, s'interroge M. Negev. Regardez, une pharmacie, une station-service, un supermarché, rien de militaire. Au moment de la frappe, un peu après 6 heures du matin, le docteur Ganem, un orthopédiste, a saisi sa caméra amateur et s'est précipité vers la fenêtre. J'étais couvert d'éclats de verre, raconte-t-il. J'avais peur et en voyant cette fumée noire, je croyais que c'était l'hôpital qui brûlait. Alors de témoin, il est devenu acteur et a tenu à nous donner ces images. Il a filmé l'incendie, les soldats de l'armée libanaise qui casernent à côté, et l'un d'eux blessé et qu'emportent ses camarades. Et puis l'intervention des pompiers. L'hôpital n'a pas été évacué. Dans une chambre du 4e, un couple de vieillards qui ressemblent à des naufragés. Un missile israélien vient de frapper un quartier d'où 15 minutes plus tôt étaient parties des roquettes Katyusha. Pourquoi bombarder ce quartier? Ça ne sert à rien, il n'y a que des civils. Aujourd'hui, c'est très fort. La France nous a abandonnés, accuse la vieille dame, qui dit être née française sous le mandat avant 1943. En milieu de journée, les tirs semblaient s'espacer avant de reprendre dans l'après-midi. C'est une ville fatiguée qui attend l'arrêt officiel des bombardements demain matin à 8 heures. D'ici là, il faudra faire le dos rond car jusqu'à la dernière minute, les deux adversaires ne vont pas se lâcher. À Beyrouth, aujourd'hui, 11 immeubles en effet ont été détruits par l'aviation israélienne dans le sud de la capitale et au moins 2 personnes ont été tuées. Le gouvernement libanais, dans lequel 2 ministres sont membres du Hezbollah, a reporté une réunion extraordinaire qui devait être consacrée au désarmement de ce mouvement, le Hezbollah. Hier, le gouvernement avait accepté le principe de la résolution votée par les Nations Unies. C'est dans ce contexte d'intenses affrontements que Kofi Annan, hier, s'est exprimé, satisfait de l'arrêt des combats, mais désolé du délai supplémentaire. Écoutez-le. Je suis très heureux d'annoncer que les premiers ministres israéliens et libanais ont convenu que la cessation des hostilités et la fin des combats entreraient en vigueur le 14 août à 5 heures, temps universel. Il serait préférable que les combats cessent maintenant afin de respecter l'esprit et l'objectif de la décision du Conseil.
Et côté israélien, l'armée se heurte à une résistance plus forte que prévu, notamment à Kiam, où en dépit d'un intense pilonnage, les blindés israéliens ont dû reculer. 24 soldats ont été tués samedi après d'âpres combats. Dorothée Olyric et Offset Nalbadian. Dans les chars pris sous le feu des missiles du Hezbollah, des soldats israéliens vont mourir. La grande offensive lancée samedi est la plus meurtrière. 24 militaires israéliens ont péri et la bataille continue. Cela ressemble à la guerre rêvée des généraux, celle qui les réclame depuis des jours, celle dont on chiffre les pertes de sa propre armée à des dizaines de tués avant même qu'elle ne commence. 30 000 hommes déployés au Liban Sud et une opération menée par des colonnes de blindés et des fantassins couverts par l'aviation et l'artillerie lourde. Sur le papier, une offensive terrestre d'envergure qui doit permettre de repousser un peu plus l'ennemi. Il y a des axes où l'opération fonctionne et d'autres où les Israéliens ont dû reculer, comme à Kiam, sous un déluge de feu. Quelques chars Merkava rentrent donc sur leur base arrière, tenus en échec par le Hezbollah. Ce n'est pas possible de gagner contre une guérilla en un mois, pas même en un an. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Algérie ou alors ce qui se passe aujourd'hui en Irak. On ne peut pas vraiment dire qu'Israël a perdu militairement cette guerre. Comme toujours, aujourd'hui, il y a eu des morts des deux côtés, des enterrements des deux côtés et du désespoir pour les familles des deux côtés aussi. À l'heure où l'armée israélienne rendait hommage à ses soldats tombés pour la patrie, le chef d'état-major a promis que Tsahal arrêterait dès demain son offensive. Le Hezbollah a tiré plus de 200 roquettes aujourd'hui sur les populations civiles au nord d'Israël. Au terme de l'accord passé sur la cessation des hostilités, aucune Katyusha ne devrait s'abattre demain sur le sol israélien, au moins en théorie. Et ces 200 roquettes donc, qui ont été tirées contre le nord d'Israël ont fait 12 blessés et un mort. Certaines ont touché le centre de Haïfa, la troisième ville du pays, sans faire de victimes. Depuis le début des combats, 10 civils ont été tués dans cette ville portuaire. À Jérusalem, le gouvernement a lui aussi approuvé la résolution de l'ONU, mais la ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, estime que la résolution implique non seulement le désarmement du Hezbollah, mais aussi son démantèlement. Charles Anderlin, vous êtes en direct de Jérusalem. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement israélien pose des conditions supplémentaires? Oui, enfin non, pas vraiment. Car démanteler le Hezbollah, pour tous les commentateurs en Israël, c'est au mieux un vœu pieux. Quant à désarmer le Hezbollah, eh bien, selon les renseignements militaires israéliens, le Hezbollah est actuellement réarmé via la Syrie. Alors, à Jérusalem, le gouvernement a reçu les instructions du secrétaire général de l'ONU pour l'observation demain, à partir de 8 heures locales, de la cessation des hostilités. Si les forces israéliennes sont attaquées, elles ne devraient pas riposter, mais informer l'ONU. Elles ne doivent riposter qu'en cas de danger mortel, ce qui, bien entendu, laisse l'armée israélienne assez perplexe. Mais alors, quelles sont les réactions, Charles, à ces consignes, en quelque sorte, de l'ONU? Oui, en tout cas, s'il y a un cessez-le-feu peut-être demain, sur la scène politique israélienne, on considère tout cela avec beaucoup de perplexité. Car, par exemple, la droite accuse le gouvernement d'avoir accepté un accord très mauvais. Les militaires accusent les politiques d'avoir donné trop tard l'ordre de lancer la grande offensive au sud Liban. En bref, une crise politique majeure pointe à l'horizon en Israël. Merci Charles pour ces explications. En France, des trompes d'eau sont tombées la nuit dernière dans le Pas-de-Calais. La rivière La Liane, qui se jette dans la Manche, a dangereusement monté avec la marée. Mais le risque de crue est maintenant écarté. Cette nuit, une quinzaine de personnes ont tout de même été évacuées. Frédéric Dion et Patrick Wurstom. D'habitude, il ne coule au bord de cette route qu'un ruisseau minuscule que les habitants appellent la Rivierette. Une rivierette qui certes avait déjà débordé dans le passé, mais sans jamais atteindre de pareils niveaux. Près d'une maison riveraine sur deux est ici endommagée, certaines sûrement durablement. Avec les pluies de ces derniers jours, les pâturages alentours sont devenus de véritables lacs et les moyens de lutte contre les eaux paraissent comme toujours bien dérisoires. C'est vers 10h30 que ça commence à monter dans les maisons. Mais... Subitement? Ouais, d'un seul coup. Ça fait 21 ans que je suis ici, j'ai jamais vu ça. Comme là ça baisse un peu, on profite tout de suite pour nettoyer, puis je vais mettre du sable un peu devant pour éviter, en espérant que ça ne va pas déborder de derrière. Dans la commune de Clercq, le pont qui enjambe la rivière a même été arraché par les flots, coupant la route départementale à la circulation.
Dans cette région très agricole, de nombreux éleveurs ont même dû depuis ce matin récupérer en catastrophe leurs troupeaux, réfugiés le plus souvent sur des hauteurs pour éviter la noyade, dans des prés complètement submergés. On ne sait pas dire dans combien de temps l'eau va se retirer, donc je pense qu'il faudra certainement une semaine avant que ce soit complètement égoutté. Vous les amenez où? Donc on les emmène à l'étable en fait, comme à la Toussaint quand on rentre les animaux, quoi. À la mi-journée, l'alerte orange a été levée par Météo France, mais le département du Pas-de-Calais pourrait encore connaître dans les prochaines heures quelques averses. Des averses qui cependant ne devraient pas atteindre l'intensité des pluies de ces dernières 24 heures. En Espagne, les pompiers espèrent un répit dans la lutte contre les incendies en Galice. Ils attendent la pluie pour le début de la semaine. 27 incendiaires présumés ont déjà été arrêtés. Nos envoyés spéciaux ont suivi une brigade de pompiers au bord de la mer à C. Reportage Anouk Burel et Mathias Barrois. Depuis une semaine, leurs journées ne sont que des départs. Ces pompiers de Galice sont une brigade spécialisée dans les incendies proches des habitations. Cette fois-ci, le feu a pris près d'un garage à bateaux, à quelques minutes à peine de la caserne. Foyer de ces fumées visibles à des kilomètres. Hey, il faut rafraîchir le toit, sinon la fumée va rentrer à l'intérieur. Non, on va rafraîchir plutôt sur le côté. Le propriétaire est là, comme un capitaine impuissant devant une marée noire. Ce sont les pompiers qui l'ont prévenu sur la route. On va faire un périmètre de sécurité autour du hangar pour éviter que le feu n'entre là-dedans. Il y a des produits inflammables. En bas, commence par éteindre en bas. Une fois le feu contrôlé, ils repartent déjà vers un autre incendie. En une semaine, ils ont traversé des villages et des drames. Heureusement, il n'y a jamais eu de blessés. Ce qui m'a marqué, c'est les gens, ce qu'ils sont capables de faire. Parfois, ils nous empêchent même de travailler. Ils deviennent fous de douleur. Parce que c'est leur maison et parce qu'ils n'ont rien d'autre. Les villageois souvent leur reprochent de ne pas pouvoir rester ou d'arriver trop tard. Eux n'arrêtent pas de courir. Ici, le feu a pris dans un champ près d'une grange et il y a tout un village en contrebas. Moi, j'espère qu'ils vont arrêter tous les pyromanes. Parce que c'est clair, ce sont des incendies volontaires. Nous, on le voit sur le terrain, il y a plein d'indices. Pessimiste, il pense qu'avec le soleil et le vent qui se lèvent, les feux ne sont pas prêts de s'arrêter dans sa région d'Espagne. Ils sont comme cela près de 5000 pompiers en intervention dans toute la Galice. Particulièrement vigilants cette année car en juillet 2005, 11 de leurs collègues sont morts dans les grands incendies de Guadalajara, près de Madrid. À Londres, l'aéroport de Heathrow, le plus important d'Europe en termes de trafic, est menacé de paralysie. La polémique est vive entre plusieurs compagnies aériennes et les responsables de l'aéroport accusés d'imprévoyance et de mauvaise gestion de la crise après la découverte de la tentative de complot terroriste. Arnaud Miguet et Arnaud Levert. C'est la pagaille. Ici à Heathrow, le plus important des aéroports au monde, les 200 000 passagers prennent leur mal en patience, mais commencent vraiment à grincer des dents. Certains sont là depuis l'aube et en milieu d'après-midi n'étaient toujours pas partis. C'est complètement le chaos, effectivement, puisque bon, nous on est arrivés à 7h30 ce matin. Je suis de très mauvaise humeur. Je suis censé aller à Amsterdam pour une réunion familiale. Mon vol est annulé. 4 jours après la découverte du présumé complot terroriste, on est très loin d'un retour à la normale. Le personnel de l'aéroport organise les files d'attente, distribue nourriture et eau, à consommer sur place faute de pouvoir les embarquer du fait des nouvelles restrictions. L'aéroport déborde à l'extérieur, mais attendez de voir à l'intérieur. Cela ressemble à ça, plein à craquer. British Airways, qui perd 15 millions d'euros chaque jour, accuse le coup et les autorités pour leur mauvaise gestion de la crise. On veut reprendre nos vols à 100%. À British Airways, on peut le faire, mais nous avons besoin que l'aéroport mette tout en œuvre pour fonctionner correctement. Mesures de sécurité draconiennes, délai à l'embarquement, un passager sur 3 restera aujourd'hui en rade, car certains avions partent à moitié vides, mais pour combien de temps? C'est à long terme que c'est inquiétant. Les voyageurs vont éviter de passer par les aéroports londoniens. Les hommes d'affaires se rendront à Paris par Eurostar et s'envoleront de Charles de Gaulle plutôt que de supporter le chaos d'Heathrow. Pour la seule journée de dimanche, pas moins de 200 vols ici ont été annulés. La direction de Heathrow admet faire face à une situation sans précédent qui, si elle perdure, pourrait devenir intenable.
La Havane fête dans une ambiance un peu particulière les 80 ans de Fidel Castro. Il est toujours hospitalisé. Mais la presse officielle a publié aujourd'hui les photos du leader dans sa chambre d'hôpital. Jacques Cardoz. Et le revoici, Fidel Castro, au téléphone ou lisant l'organe du PC cubain, en survêtement du dimanche et apparemment pas éprouvé depuis son opération. 4 photos choisies par le régime, destinées à rassurer sur son état de santé, qui reste un secret d'État. La date n'a pas été choisie au hasard, car le vieux révolutionnaire a aujourd'hui 80 ans et les rues de la Havane auraient dû le célébrer avec les honneurs. Mais la maladie a repoussé la fête au 2 décembre et le commandant suprême a dû se contenter d'envoyer un message écrit dans lequel il promet de lutter encore. À Cuba, on n'a de toute façon pas attendu les photos pour avoir des certitudes. Hier soir, un concert de 5 heures a eu lieu sur une scène qui se trouve juste en face de la mission américaine, une façon de dire à la Maison-Blanche que la transition n'est pas pour demain. 47 ans ont passé depuis que Castro et ses compagnons ont chassé du pouvoir le régime de Batista, après 5 années de lutte acharnée. Avec Che Guevara, il passe par le Mexique ou la prison, puis arrive en héros à la Havane d'où il décrète finalement la révolution socialiste. Quand je veux, j'ai 1 million de citoyens sur la place publique. Qu'y a-t-il de plus démocratique ? Très vite viennent les années de crise. Castro commence par chasser les entreprises américaines de l'île. Washington répond par un embargo. Castro se choisit alors l'allié soviétique, mais en réaction, Washington tente de le renverser en envoyant 1400 exilés cubains à l'assaut de la baie des Cochons, aidés en cela par la CIA. L'opération vire au fiasco. Mais l'économie cubaine s'effondre à mesure que le bloc soviétique se fissure. L'allié n'a plus les moyens d'aider et les Cubains vont souffrir. Manifestations, exil, toute opposition est systématiquement réprimée, condamnée, voire emprisonnée. Mais que répondez-vous quand on vous dit que vous êtes un dictateur? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je n'y accorde aucune importance, parce qu'il y a des gens plus puissants que moi, et je suis parmi les chefs d'État qui ont le moins de pouvoir au monde. Aujourd'hui, l'île survit grâce au tourisme. Quant à la transition, elle devra encore attendre au moins jusqu'à la fin de ce règne de marathonien. À Padoue, dans le nord de l'Italie, la ville a érigé un mur de 3 mètres de haut et 60 mètres de long pour isoler un quartier dit sensible. Il s'agit de faire obstacle au trafic de drogue, mais cette initiative du maire démocrate de gauche de Padoue provoque une vive polémique quant à son efficacité. Dorothée Cochard et Denis Enodi. De Padoue, on connaît généralement la basilique Saint-Antoine ou le Pré de la Vallée, l'une des plus grandes places d'Europe. Mais depuis 3 jours, il y a aussi un mur de métal construit par la mairie pour empêcher les dealers de cette cité de vendre de la drogue et de perturber les pavillons voisins. Grâce au mur, ils ne peuvent plus faire leur trafic dans notre rue. Dans la cité vit une grande majorité d'immigrés et beaucoup de clandestins. Du coup, pour les habitants, construire ce mur, c'est comme transformer leur cité en ghetto. Je trouve que c'est du racisme. Nous ne sommes pas en prison. Alors, est-ce que c'est normal de construire un mur à l'endroit où nous vivons? C'est à cause de la couleur de notre peau. Si ça avait été des Blancs qui vivaient ici, je crois qu'ils n'auraient jamais osé construire ce mur. Faux, rétorque la mairie, le problème ce n'est pas le racisme, c'est la drogue. D'ailleurs, le mur n'a fait que remplacer un grillage déjà existant. Et ensuite, ce grillage, c'était précisément à travers lui que depuis des années, les dealers de la cité fournissaient de la cocaïne aux drogués de la rue. Ça nous permet de séparer la cité de la rue. Et ça permet aussi aux forces de l'ordre d'intervenir plus efficacement sur la zone. Cette nuit, effectivement, pas de dealer dans la rue. Nous interrogeons un policier en faction. Il ne se sait pas filmer. Ce mur n'est pas efficace, c'est la mairie qui a décidé de le construire, pas nous. À quelques rues de là, sur le boulevard, nous croisons beaucoup de promeneurs entre minuit et 4 heures du matin. Pour avoir la certitude que ce sont bien des dealers, nous en faisons monter un de notre voiture. Il nous dit qu'il n'y a rien à craindre de la police, elle est beaucoup trop peu nombreuse. Il nous présente un gramme de cocaïne et nous explique que mur ou pas, il nous en fournira autant que nous en voudrons. Autant dire que ce mur dont on parle beaucoup ici à Padoue empêche ça et là quelques allées-venues de dealers, mais en rien leur trafic. La première apparition du sida, c'était il y a 25 ans et depuis la pandémie n'a cessé de s'étendre. 25 millions de malades en sont morts et aujourd'hui il y aurait dans le monde plus de 38 millions de personnes séropositives. À Toronto, au Canada, les spécialistes de la maladie veulent convaincre les autorités d'accroître les financements. Céline Liégeois. Toutes les 6 secondes, quelque part dans le monde, quelqu'un contracte le VIH. À ce jour, 39 millions de personnes sont contaminées. L'épidémie semble stabilisée. La zone la plus touchée, l'Afrique subsaharienne.
près de 25 millions de séropositifs. En Asie, plus de 8 millions de personnes sont contaminées. Amérique latine et pays de l'ex-URSS, 1,5 million environ. Fait nouveau, l'Inde est le pays qui compte le plus de séropositifs, devant l'Afrique du Sud. Grâce notamment aux médicaments génériques et à des traitements simplifiés, 1 300 000 personnes des pays pauvres ont accès aux trithérapies. C'est loin de l'objectif de l'OMS qui visait les 3 millions. Il est vrai que le coût des médicaments, les conflits et les tabous culturels ou religieux freinent la prévention et les traitements. Reste la France, 130 000. C'est l'estimation du nombre de séropositifs. Chaque année, quelques 7 000 personnes contractent le VIH, le plus souvent lors de rapports hétérosexuels. Les femmes représentent plus de la moitié des contaminations et parmi elles, ce sont les femmes immigrées qui sont les plus touchées. Et justement, on vous le disait, parmi les personnes contaminées, la moitié sont des femmes. Ce sont elles aussi qui ont le moins accès aux médicaments. Problèmes de culture, problèmes de langue. Elles sont plus de 50 000 en France, en majorité africaine. Une association les prend en charge. Jean-François Firé et Alexandra Renard. Thérèse Mafouzera parle peu. Son travail, c'est avant tout d'écouter. Face à elle, anonyme, une femme de 45 ans contaminée lors d'une transfusion. Donc, quand on est malade, on est seul, on n'a personne. Moi, je crois qu'on aura besoin d'aide. C'est pareil, quoi. En apportant un soutien quotidien aux malades, la médiatrice s'est rendue à ce point indispensable que l'hôpital Tenon lui a aménagé un local. La convivialité facilite l'échange. Souvent, on a constaté que même ces femmes, ces patients qui ne veulent pas se confier à nous, dès qu'il apparaît, c'est comme il est un peu soulagé. Leur secret, ces femmes ne le partagent qu'entre elles. En général, elles apprennent leur séropositivité au cours d'une grossesse et les maris ignorent tout de la situation. L'association leur permet de renouer avec leur culture. Elle sert aussi de cachette. Ici, c'est un frigo où les femmes laissent les médicaments. Puisque certaines n'ont pas où les ranger ou pour des raisons de confidentialité préfèrent les prendre ici. Parce que c'est toujours mal compris. Parfois on te fait porter quelque chose que franchement c'est toujours mal compris. Peut-être que tu as fait la rue ou comment, mais c'est pas ça, c'est pas toujours ça. Donc, 1200 adhérentes, 25 nationalités différentes. L'association regrette que les campagnes de prévention n'aient pas suffisamment prise sur les femmes, notamment les immigrés. Pourtant, les femmes représentent un tiers des séropositifs dans les pays développés, presque 2 fois plus qu'il y a 10 ans. La raison est simple, elles sont dépistées trop tardivement. Voilà pourquoi les campagnes de sensibilisation et d'information ciblées vont se multiplier. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Toi, tu pars au pays, tu prends du bon temps et puis tu reviens comme ça. Tu ne discutes pas. Tu fais le test et puis c'est tout. Être gauche, selon le dictionnaire, c'est être malhabile, maladroit. La vérité est que les gauchers, la plupart du temps, ne disposent pas des outils adaptés. Ils sont pourtant en France 8 millions et pas toujours malhabiles, comme le prouve une enquête américaine. Reportage à la fête des gauchers dans les Pyrénées-Orientales. Votre mission, monsieur, si vous l'acceptez, ouvrir cette boîte de conserve de la main gauche. Non, monsieur, vous n'êtes pas gauche, vous êtes simplement droitier. Ce droitier-là s'y est essayé lui aussi. Raté. C'est pas facile d'être gaucher? Non, c'est pas facile d'être gaucher. Moi, j'arrive à écrire de la main gauche. D'accord. Mais mettez-vous à la place d'un gaucher dans un monde de droitier, quand tout ce que vous le faites à l'envers. Vous voici devenu un gaucher contrarié. Le gaucher non contrarié ne peut pas exister, ne serait-ce que parce qu'il vit dans un monde de droitier, des outils de droitier, une pédagogie de droitier. Il va falloir qu'il apprenne à lire et à écrire de la gauche vers la droite, alors que lui, le gaucher, il aimerait écrire de la droite vers la gauche, même un miroir si on le laissait faire. Justement, on ne l'a jamais laissé faire. L'école a traumatisé des générations de petits gauchers en les forçant à écrire de la main droite. Désormais, ils ont le choix. Parce qu'être gaucher, ce n'est pas une question d'éducation, mais d'organisme inversé dès la naissance. Chez le gaucher, c'est l'hémisphère droit qui commande les fonctions motrices. Autrement dit, il prend le pouvoir sur le gauche. Et cela pour 2 raisons. Soit parce que le taux de testostérone à la naissance est plus élevé que la moyenne, soit parce que l'hémisphère gauche est endommagé par des lésions. Et c'est dans l'hémisphère droit que se trouvent les fonctions de perception de l'espace, multipliées donc chez les gauchers. Voilà pourquoi ils sont si bons dans des sports de vitesse type escrime ou tennis. Souvenez-vous, John McEnroe jetait sa raquette de la main gauche. Aux États-Unis, les gauchers gagneraient même plus que les droitiers. Il faut dire que Bill Gates, le patron de Microsoft, fait gonfler les statistiques.
La théorie de la relativité, elle aussi, a été écrite avec une main gauche, à moins que le vrai génie soit d'être ambidextre, à la fois gaucher et droitier. Les Français ont terminé magnifiquement les championnats d'Europe d'athlétisme en remportant le relais 4x400 mètres. Une médaille d'or qui vient clore une semaine au bilan plutôt mitigé. Manuel Tissier et Yann Moine. C'était un dimanche couvert à Göteborg. Mais avec un drapeau sur les épaules et des tribunes en folie, les Français ont réchauffé l'atmosphère. Les Bleus terminent en beauté. Médaille d'or du relais 4x400 mètres. Comme prévu, la bande Arakil est devenue championne d'Europe et le Grand Blond quitte la Suède avec 2 titres. Ce soir, j'aurai l'autorisation de sortir, de boire 1 ou 2 bières, histoire de me détendre. Et voilà, quoi, on va faire la fête avec les copains et on l'a mérité, quoi. Les sprinteurs n'auront pas volé non plus une coupe de champagne. Le 4x100, champion du monde, n'a pas réussi le doublé, mais rapporte une médaille de bronze. Romain Ménil, lui, mérite double ration. En passant une barre à 5,65 m, le perchiste ouvre enfin son palmarès avec une médaille d'argent. Voilà, ça me permet de franchir une étape, une première marche. Maintenant, il reste des beaux championnats, championnat du monde et Jeux Olympiques, donc il va falloir être là. Et surtout éviter les blessures. La France n'a pas été épargnée cette semaine. Younis Barber n'a passé qu'une matinée sur la piste et une semaine en tribune. Ladji Doucouré n'a pu défendre ses chances. Et avec le forfait de Christine Aron, la chasse à l'or devenait compliquée. Il faut qu'on regarde avec le corps médical ce qui se passe réellement. La moitié des athlètes, la moitié de l'effectif était blessé et ça c'est très embêtant. Dans l'album Souvenir, Marc Raquil et son doublé en or tiennent évidemment le haut de la piste. 4 titres, c'est un record pour les Bleus. Avec Mehdi Bala sur 1500 mètres et la marche triomphale de l'inattendu Johan Diniz, les Bleus ont parfois touché au sublime. Mais avec 8 médailles au total, la France ne termine qu'au 4e rang des nations. Il reste un peu de travail pour affoler les compteurs. Football, cet après-midi, Lille a écrasé Lens dans le derby du Nord 4-0, grâce notamment à un triplé de son attaquant Odem Wingui. Les Lillois prennent la tête du championnat de France de Ligue après 2 journées devant Nancy et Bordeaux. Rencontre exceptionnelle à Cagnes-sur-Mer. Il ne s'agit pas de chevaux, mais du mondial de la pétanque. D'un genre un peu particulier, la pétanque assise. On pourrait croire que c'est une création française pour boulistes fatigués, mais c'est surtout un moyen d'associer les handicapés dans les mêmes conditions que les valides. Et il paraît que c'est beaucoup plus difficile que la pétanque debout. Reportage Jenny Briffa et Nils Brinelli. Les mauvaises langues diront que ce jeu-là ne pouvait venir que du Sud. Bon ben voilà, là j'ai fait 2 points. Il y a 24 ans, les boulistes de Cagnes ont décidé que désormais ils joueraient à la pétanque assis. Alors la pétanque assise, vous devez rester assise, bien accolée à la chaise, et vous jouez comme une pétanque normale. C'est un sport de feignant un peu. On dirait, oui, ils sont tous assis là. Tous assis pour être au même niveau. On joue tous les deux, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Handicapés et valides s'affrontent sur le même terrain et à armes égales. J'ai inversé des rôles, j'ai handicapé les joueurs valides en les faisant jouer eux aussi dans des chaises à coups droits. Le joueur traditionnel perd 50 à 70% de ses capacités pour éviter la coup droit. Parmi les favoris de ce mondial, René, champion du monde en 98, vice-champion du monde en 97, l'artiste a laissé quelques valides sur le carreau. Moi j'aime bien parce que ça décuple mes forces. Pas nécessairement montrer que je suis le meilleur, mais pour rivaliser avec eux. Et il leur arrive parfois de ne pas m'arriver à la cheville. Même Robert, son coéquipier, a bien du mal à briller. Allez, avance, feignasse. C'est qui le point faible là dans l'équipe? Ah, c'est moi, parce qu'il a plus d'habitude de jouer assis que moi, je vous l'avoue. Tu dois pouvoir la choper, hein. Elle demande qu'à descendre, la mienne, hein. À cette heure-ci, les jeux ne sont pas encore faits. Les boulistes vont devoir rester assis quelques heures encore. Mais après tout, c'est un jeu venu du Sud, alors on peut prendre son temps. Des nuits entières dans les arbres, c'est ce que proposent certaines maisons d'hôtes de haute gamme. Dormir dans une chambre cabane solidement installée en haut d'un arbre centenaire avec en prime tout le confort moderne. Reportage Franck Guénozo et José Boulestex. Au milieu des vignes azuréennes s'élève un rêve de gosse. Une cabane à 6 mètres de hauteur, perchée dans un chêne centenaire. Oh, en un siècle, le chêne en a sûrement vu d'autres. D'ailleurs, lorsqu'on monte à bord, chatouillé par le Mistral,
il s'exprime. On entend le bois craquer, la cabane, c'est vrai qu'il y a une vraie atmosphère, on sent vraiment, on vit avec l'arbre, c'est vrai. On vit un petit peu avec l'arbre, on passe une nuit avec l'arbre en fait. Dans cet hôtel 4 étoiles, vous pourrez vous prendre pour une branche pour environ 400 € la nuit. Réveil au cœur des vignes compris. Une formule qui a de plus en plus de succès sur la Côte d'Azur. À Saint-Paul, il existe un endroit baptisé Orion, une constellation de chambres d'hôtes cachées dans les arbres. Une idée née de l'imagination d'une ancienne hôtesse de l'air reconvertie, enfin si l'on peut dire, embarquement immédiat. Voici la cabane Shirikan. Elle est très spacieuse et lumineuse. Elle est faite pour 2 personnes, pour le couple. Voici la chambre pour dormir avec beaucoup de fenêtres. Et la salle de bain avec une baignoire en teck. 150 € la nuit, mais une douceur de vivre qui fait briller les yeux des touristes. Magique. Et puis les odeurs. L'odeur du bois, des senteurs. Puis les cigales. Ce qui est mieux, c'est les vacances. Quand vous vous réveillez le matin, que vous ouvrez les fenêtres et qu'il y a tous ces arbres devant vous, c'est comme un autre monde. Un monde que l'on a bien du mal à quitter, même s'il faudra bien un jour ou l'autre redescendre de l'arbre. Dans un genre plus farfelu, disons le festival de Pougne-Hérisson. C'est un petit village des Deux-Sèvres qui s'est auto-désigné comme le nombril du monde et qui convoque tous les 2 ans 150 artistes pour participer à cette célébration pas comme les autres. Reportage Abdel Mostefa et Virginie Travers. Il est 19 h sur le champ de la Bête à Pougne-Hérisson quand soudain c'est le drame. Le public vient de découvrir le nain pervers et ses horribles boutons. Vous aussi, téléspectateurs, pourrez profiter du spectacle, mais ce sera la fin de ce reportage. D'abord, il est question de soigner sa peau flasque, son regard morne, ses jambes lourdes. Car miracle, le festival a prévu des cures de remise en forme. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Madame Chatouille s'est mouillée. Alors que le curiste à Charlotte se fend la poire, en coulisses, l'un des 250 bénévoles du coin participe au délire. Normalement, c'est la chef qui devrait officier. Malheureusement, je sais pas trop si elle n'est pas d'accord avec ses revenus, ce qu'on lui a proposé. Enfin, je sais pas, elle a fait beaucoup de mauvaise volonté, elle nous a tourné le dos et elle ne souhaite pas participer. Moins de chichi que la chèvre chez le gastéropode d'à côté. On enveloppe le nombril, voilà. Une algue de jardin. C'est ça. Presque stérilisé, enfin bon, presque. Voilà. Et dessus, le gastéropode, voilà, qui va effectuer un massage lent, très lent. Très lent. Et vos paupières deviennent lourdes, très lourdes, à l'écoute des voix enregistrées dans les oreillers rouges. Je suis ton rêve, ton espoir, ta folie. Ça se passe comment votre cure? Ma cure se passe très bien, je me repose. On sent que les gens ont adhéré à l'idée de la cure. Et ils sont là vraiment benaises. Ils sont là, ils se sont posés. On a l'impression que tout le monde est à 2 de tension. C'est formidable. En patois d'ici, benaise, c'est être bien aise, heureux. Alors pour que vous aussi soyez benaise, et parce que chose promise, chose vue. Voici donc ici un nain pervers. D'accord, recouvert de boutons, comme nous vous l'avions promis. Et c'est sans façon que maintenant il va vous montrer son derrière. Attention au spectacle. Gros moyens par contre et gros budget pour le passage sur grand écran de la série emblématique des années 80 de Flic à Miami en français, Miami Vice en anglais, qui mélange jet set, trafic en tout genre et affaires crapoteuses. Un film qui devrait évidemment ravir les adeptes du genre. Olivier Lenouza. Une série culte et kitsch, rose comme les flamands, comme le générique, comme le décor en carton-pâte. Sans oublier un jeu digne de l'acteur studio. Nos 2 Playboys sont apparus à la télé, doigt sur le bouton, en 1984. Aujourd'hui, Don Johnson est remplacé par Colin Farrell et merci, Philip Michael Thomas cède la place à l'oscarisé Jamie Foxx. Le duo est constitué, reste le décor, sexe et drogue. On est paré? Ouais. Les agents de votre service ne devront jamais savoir ce qu'ils font.
En douceur, voilà comment on opère. On connaissait la série télé. Jamie, lui, était un fan à l'âge de 8 ans. Mais vous essayez de ne pas vous prendre la tête avec ça. Vous savez que les gens, de toute façon, vont attendre quelque chose, faire la comparaison. Appel en Colombie. Merde, c'est José Hierro. Non, sans blague. Ce type est lié aux Autodéfenses Unies de Colombie, l'extrême droite paramilitaire colombienne. Derrière la carte postale, les clichés, les fruits exotiques, Miami offre d'autres fruits plus défendus. Ici, les bananes ont parfois un arrière-goût de cocaïne. Saisie de drogue, arrestation de caïd, Michael Mann, producteur exécutif de la série à la télé, désirait filmer ce monde fait d'apparence et de violence. C'est un monde plus sombre qu'il y a 20 ans. Miami est très cosmopolite. Elle recèle en elle une double identité. En surface, tout brille, mais en dessous, c'est très dangereux. Des kilos de muscles et quelques grammes d'une héroïne, normale à Miami, Gongli venu d'Asie. Miami, beaucoup de vices, de fureur. Quant au cinéma, rien de neuf sous le soleil de Floride. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, suivie de Cold Case. Demain, vous retrouverez Olivier Galdi à 13h et Carole Gessler à 20h. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir.